Donc, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvie Carl, je suis la présidente de la section Orléans de l'Institut forestier du Canada. Cela me fait plaisir aujourd'hui de vous inviter à notre café-conférence. Je ne sais plus le nombre, je sais juste que c'est plus de 10, mais j'ai arrêté de compter. Les cafés-conférences sont des séries de conférences organisées tôt le matin où on vous offre le café. J'espère que tout le monde a pris le temps de prendre un café. Et qui sont organisées par l'Institut forestier du Canada, l'Association des étudiants en foresterie de l'Université Laval et l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Evelyne Tifo, que je connais très bien pour avoir fait mon doctorat en même temps qu'elle, à peu près, fini beaucoup plus tard. Evelyne Tifo donc, a eu son doctorat ici à l'Université Laval en sciences forestières en 2006. Elle a ensuite fait un doctorat à l'UQAM, un post-doctorat, après le doctorat, oui, on s'arrête. Après son doctorat en 2006, elle a fait un post-doctorat à l'UQAM. Elle a ensuite été chercheure au Service canadien des forêts pendant 5 ans. Puis depuis 1 mois, elle est professeure ici, en sol forestier à la faculté de foresterie. Elle va nous parler aujourd'hui de l'utilisation des bois de perturbation pour la production d'énergie, de bioénergie. Puis je ne prends pas plus de temps sur toi. Vas-y, Evelyne. Merci. Est-ce que vous m'entendez avec le micro? Je vais essayer de parler fort aussi. Donc, merci beaucoup, Sylvie. Je suis très contente d'avoir cette occasion de vous parler. C'est ça, pour résumer mon parcours. C'est ça? Pour résumer mon parcours, en fait, j'ai fait toutes mes études ici à la faculté de foresterie. J'ai traversé la rue pour travailler pour faire mon postdoc qui était à l'UQAM, mais en réalité, j'étais basée au Service canadien des forêts. Je suis restée quelques années là, puis là, j'ai retraversé la rue ici il y a 1 mois pour être professeur. Donc, en à peu près 20 ans, je vais avoir traversé la rue 2 fois. Pour résumer mon parcours. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça découle beaucoup des travaux que j'ai faits au Service canadien des forêts avec l'équipe là-bas où on travaillait sur la biomasse et la bioénergie. Donc, plusieurs sont présents dans la salle. Donc, c'est des travaux qu'on a faits sur les bois de perturbation. C'est ça, je trouvais que c'est un sujet intéressant à communiquer. Et quand j'ai suggéré l'idée à Sylvie, elle m'a dit que ça nous prendrait un titre accrocheur. Et là, il était tard le soir, puis le premier à qui j'ai pensé, c'était Burn, Baby Burn. Mais là, quand j'ai vu passer l'annonce, je me suis dit, est-ce que c'est un peu trop accrocheur ou un peu trop scandaleux? Je ne veux pas faire de faux espoirs avec ça. Donc ici, juste pour vous parler de l'équipe de recherche avec laquelle j'ai travaillé. Donc, c'est la Burn Baby Burn Team. Donc, il y a David Paré, Pierre Bernier, qui sont chercheurs, et notre super équipe de postdoc, Nicolas Mansoui, Julie Barrette et Jérôme Lagagnère. Il y a aussi nos 2 super techniciens, Sébastien Dagneau et Jacques Morissette, qui ne sont pas là-dessus, et notre super biologiste, Fanny Michaud. Donc, c'est l'équipe de biomasse bioénergie du Service canadien des forêts. Donc, bois de perturbation. Donc, ici, c'est une carte, c'est des travaux qui ont été faits par une équipe du Service canadien des forêts sur la cartographie des attributs forestiers. Ici, ça montre la répartition des pins au Canada. Donc, là-dessus, on voit à la fois le pin de l'Ouest canadien et le pin gris qu'on a plus dans l'Est. Et ce qui est intéressant avec le pin, c'est qu'il est bouffé dans l'Ouest par le fameux dendroctone du pin, donc le mountain pine beetle. Et là, il y a beaucoup d'inquiétudes à savoir si le dendroctone du pin va finir par sauter sur le pin gris et traverser le Canada. Une autre espèce importante qu'on a au Canada, c'est le sapin baumier, qui est surtout dans l'Est du Canada. Et ce qui est le fun avec le sapin baumier, c'est que lui, il se fait bouffer par la tordeuse des bourgeons d'épinette. Donc, il y a l'épidémie qui est en émergence et qui revient cycliquement. Une autre espèce importante, c'est l'épinette noire, qu'on retrouve à grandeur du Canada. Et l'épinette noire, ça brûle super bien. Donc, quand on parle, souvent quand on fait des présentations devant des publics européens, j'aime beaucoup ça, parler à quel point les forêts canadiennes se font soit brûler ou soit manger par les insectes. Donc, les perturbations naturelles,
c'est quelque chose qui est inhérent aux forêts québécoises, aux forêts canadiennes. Donc, on a vraiment une forêt qui est influencée par les perturbations naturelles. Donc, ici, c'est une carte qui montre les perturbations au cours de la dernière décennie. Là-dessus, on voit les feux, on ne voit pas l'épidémie d'insectes du dendroctone du pin qui serait dans l'ouest, mais vous voyez l'étendue des superficies qui sont brûlées au cours des décennies. Donc, on a vraiment une forêt qui est naturellement influencée par les perturbations. C'est vraiment une caractéristique inhérente. Puis, comme forestier, c'est quelque chose qu'on connaît bien et avec lequel on apprend à travailler. Puis ça, c'est vraiment une caractéristique des forestiers canadiens, là, de vivre avec les perturbations naturelles. Quand on parle à un forestier suédois ou finlandais, les perturbations naturelles, ces autres, ils voient ça comme une catastrophe et des événements relativement rares, alors que pour nous, ça fait vraiment partie de la foresterie. Donc, les espèces, surtout dans la forêt boréale, les espèces sont quand même bien adaptées à cet environnement-là, à des cycles de perturbations naturelles. Donc, par exemple, le pin gris, il est capable de s'installer facilement après feu. Même, il a besoin du feu pour se régénérer, puis il est capable de s'installer sur le sol minéral où la couche organique a été complètement brûlée par le feu. Donc, les espèces sont bien adaptées, la régénération, au cycle des perturbations naturelles. Et comme je dis, les forestiers, on est habitués à travailler avec ça, puis on fait beaucoup de recherches sur les perturbations naturelles, comment les prédire et comment s'adapter, comment adapter notre aménagement à ces perturbations-là. Donc, quand je parle de perturbations au Canada, on a principalement donc, les feux de forêt. Tantôt, je vous montrais la superficie, les superficies brûlées au cours de la dernière décennie. Donc, on brûle plusieurs fois. Par exemple, la superficie du Danemark est brûlée plusieurs fois au Canada à chaque année. On a aussi, évidemment, les épidémies d'insectes. Donc, encore le fameux Mountain Pine Beetle qui est quand même qui donne une image impressionnante à cause de ces superficies-là de pin qui sont complètement dévastées, donc complètement rouges là, quand on survole la région. Et dans l'Est canadien, donc, on aurait surtout la fameuse tordeuse des bourgeons d'épinettes. Donc, quand je parle de bois de perturbation dans notre titre, là, je ne sais pas à quel point c'est un terme consacré, mais c'est un terme qu'on aime utiliser pour parler des arbres des arbres qui viennent des peuplements qui ont été affectés par les perturbations naturelles. Donc, qui sont soit morts ou soit en état de dégradation avancée suite à une perturbation naturelle. Donc, quand c'est dans le cas du feu, souvent l'arbre va mourir rapidement. Dans le cas d'épidémie d'insectes, on peut avoir plusieurs années de défoliation qui fait que l'arbre il va perdre en vigueur. Il y a peut-être la pourriture qui va s'installer, puis son bois va être affecté. Donc, ici, c'est une image qui vient de la Côte-Nord. C'est un peuplement qui avait été défolié par la tordeuse des bourgeons d'épinettes, donc quelques années de défoliation. Puis quand la compagnie a fait la coupe, il y a des arbres comme ça, des sapins qui avaient déjà de la pourriture à l'intérieur. Donc, l'arbre n'était pas nécessairement mort, mais il avait été affecté déjà par la perturbation. Et donc, son bois a été affecté. Donc, l'intérêt de parler de bois de perturbation et de bioénergie, c'est là que je m'en viens. Donc, ici, c'est du bois après épidémie de dendroctone du pin, donc dans l'ouest canadien. Donc, les arbres qui sont mourants ou morts suite à une perturbation naturelle, donc la qualité de leur bois va se dégrader rapidement. Donc, si on voit la quantité de pourriture qui a déjà commencé à affecter l'arbre, les galeries que les insectes vont creuser. Donc, quand on récupère ce bois-là, si on veut en faire du sciage, il y a une partie du bois qui ne sera plus propre à faire des produits de plus haute valeur, comme du sciage ou du déroulage ou même de la pâte. Donc, ces bois-là deviennent dégradés plus ou moins rapidement et donc deviennent souvent impropres aux produits traditionnels. Mais donc, le marché de la bioénergie forestière, donc faire des copeaux qu'on brûle ou faire des granules pour faire de la bioénergie, les contraintes en matière de qualité de matières premières sont très différentes par rapport aux produits traditionnels. Donc, le fait qu'on ait des arbres qui sont de qualité inférieure, comme ça, qui ont été dégradés en raison des perturbations naturelles, bien, ça a permis, dans l'Ouest canadien, l'expansion de la bioénergie forestière.
Parce que quand ces arbres-là sont récoltés, on essaie de faire du sciage avec, mais il y a beaucoup de pertes, toutes les parties de l'arbre qui sont plus bonnes. Bien, ça crée beaucoup de résidus à l'usine. Et donc, ces résidus-là, on a pu en faire des granules. Donc, ici, c'est pour montrer le Canada joue présentement un rôle très important dans le commerce international de la biomasse forestière, donc de la bioénergie. Ça, c'est une carte qui montre les flux de commerce des granules dans le monde. Vous voyez la grosse flèche qui part du Canada puis qui s'en va en Europe. Donc, le Canada est un exportateur majeur de granules de bois vers l'Europe. Donc, la flèche, elle part du Québec, là, mais en réalité, on devrait la faire partir de la Colombie-Britannique parce que c'est surtout les bois, c'est surtout la Colombie-Britannique qui est le gros producteur de granules pour l'exportation présentement. Et là, on peut presque dire que le rôle du Canada dans le commerce international de la bioénergie, c'est né beaucoup de cette grosse épidémie de Mountain Pine Beetle qu'ils ont eu dans l'Ouest canadien, parce que, comme je disais, ils se sont ramassés avec des grosses quantités d'arbres, de parties d'arbres et de résidus d'usines qui sont impropres à d'autres, à faire d'autres produits forestiers. Donc, il y a beaucoup d'usines de granules qui se sont installées en Colombie-Britannique et qui utilisaient ces résidus-là ou ces parties d'arbres-là dégradées par le Mountain Pine Beetle pour en faire des granules. Et c'est ça qui a fait qu'on est devenu un exportateur si important. Donc, le rôle du Canada est en quelque sorte dû aux perturbations naturelles. Donc, ça, c'est pour l'Ouest canadien. Mais on peut penser que les perturbations naturelles, il y en a ailleurs au Canada. Donc, cette adaptation-là que l'Ouest a faite face à la catastrophe qu'a été le Mountain Pine Beetle, de développer ce marché-là des granules face à la grande quantité de résidus qu'ils avaient, bien, on peut peut-être imaginer qu'on pourrait faire la même chose avec les bois de perturbation ailleurs au Canada. C'est souvent des bois qui sont mal aimés par les transformateurs actuels. Par exemple, le bois de feu, les compagnies les récoltent quand même, sauf que ça pose toutes sortes de problèmes en usine quand on arrive avec des bois qui ont été brûlés. Parce que souvent, le bois n'est pas de très bonne qualité, puis le fait qu'il a été carbonisé, ça crée toutes sortes de problèmes dans les usines. Donc, c'est souvent des bois mal aimés. Le bois de tordeuse, même chose. Il y a différentes proportions de carrés dedans. Donc, ça cause souvent un problème pour les transformateurs. Mais si on peut imaginer de rajouter un produit dans notre panier de produits actuel, donc rajouter la bioénergie, mais peut-être qu'on viendrait un peu nettoyer l'approvisionnement des producteurs actuels en envoyant ces bois de mauvaise qualité-là vers la bioénergie. Donc, l'intérêt pour la biomasse forestière, c'est justement de rajouter un produit potentiel dans le panier de produits qu'on peut tirer d'un hectare de forêt. Donc, ça, c'est une photo qui vient du Témiscouata. Et j'aime bien l'utiliser pour parler de biomasse forestière parce qu'on voit en bordure de chemin, donc pour du même hectare de forêt, on a pris le bois qui était de bonne qualité pour en faire du sciage. Le bois d'un peu moins bonne qualité, on en fait de la pâte. Et le reste des parties d'arbres qui ne sont pas utilisées pour ces produits traditionnels, on en ferait de la bioénergie. Donc, pour un forestier, d'être capable d'optimiser comme ça le panier de produits que tu tires de ton hectare de forêt, bien, c'est le rêve de tout forestier. C'est quand tu construis 1 kilomètre de chemin, bien, tu augmentes la quantité de produits que tu peux tirer. C'est pour ça qu'on fait de la foresterie. Donc, cet intérêt-là pour la biomasse forestière, pour la production de bioénergie, bien, ça représente des nouveaux débouchés pour la foresterie, pour l'industrie forestière. Il y a une question aussi de sécurité énergétique. Donc, si on est capable d'avoir une source locale d'énergie, dans le contexte québécois, c'est difficile de parler de sécurité énergétique parce qu'on n'est pas dans ce contexte-là où on manque d'énergie, mais si on se place, par exemple, dans un contexte, on regarde les communautés qui sont situées dans le nord du Québec, où les lignes d'hydro ne passent pas facilement, où ils ne sont pas connectés sur la grille du gaz naturel, bien, les enjeux de sécurité énergétique se posent de manière plus criante. Puis on peut penser aux pays européens. Eux autres, la biomasse forestière, l'enjeu de sécurité énergétique, c'est vraiment un enjeu qui est vraiment, vraiment important parce que c'est vu comme une source locale d'énergie, puis ils ne dépendent pas des importations de carburants fossiles de pays qui aiment moins, par exemple, comme la Russie.
il y a aussi l'enjeu, évidemment, de la lutte au changement climatique. La biomasse forestière, c'est une ressource renouvelable d'énergie. Donc, encore une fois, dans le contexte européen, la biomasse forestière, c'est vu comme un outil très important pour se sortir des carburants fossiles et pour lutter contre les changements climatiques. Donc, tout ça, ça vient expliquer pourquoi l'intérêt de la biomasse forestière, pourquoi la Colombie-Britannique a été capable, tout d'un coup, de devenir un joueur majeur sur le marché international. C'est à cause que l'Europe s'est mise à vouloir acheter beaucoup de biomasse forestière pour remplacer les carburants fossiles. Donc, ça explique l'intérêt mondial pour la bioénergie. Donc, la source principale de biomasse forestière, ou la plus commune qu'on entend parler le plus souvent, c'est les résidus de coupe traditionnels. Donc, c'est souvent les branches et les houppiers qui ne sont pas utilisés pour les produits traditionnels, qu'on retrouve qui sont soit laissés sur l'aire de coupe ou en bordure de chemin. Donc, ça, c'est une source possible qui est déjà utilisée dans quelques régions. Par exemple, dans la Matapédia, c'est les résidus de coupe qui sont utilisés pour faire des copeaux et chauffer, par exemple, l'hôpital d'Amqui. Donc, ça, oui, c'en est une source potentielle de biomasse. Ici, je voudrais juste vous montrer, donc, si on considère que ça, c'est une source potentielle, ici, si on essaye de prédire la quantité de biomasse qui est disponible sur le territoire forestier, donc ça, c'est des données pour le Canada en entier. Il y a un article qui est paru en 2010 par des collègues de l'Ouest canadien qui ont essayé de prédire la quantité de résidus de coupe présents sur le territoire forestier canadien. Donc, ils ont prévu, il y a à peu près le même niveau de coupe en moyenne d'année en année. Donc, ils ont estimé la quantité de résidus qui est disponible sur le territoire. Donc, ça, c'est des données modélisées. Okay? Donc, à partir de modèles, c'est le modèle qui est développé dans l'Ouest canadien, ils ont estimé la quantité de surface forestière sur laquelle des résidus pourraient être disponibles. Mais là, récemment, on a eu des vraies données qui nous permettent de valider le modèle. Puis en réalité, les vraies données, c'est ça que ça donne. Donc là, vous voyez que d'après ce qui avait été modélisé, puis dans la vraie vie, les surfaces forestières pour lesquelles on pourrait aller récolter des résidus de coupe est vraiment moins de ce que le modèle a prédit, parce que vous savez qu'il y a eu le crash de l'industrie forestière dans les années 2000, puis ça, c'est de quoi que le modèle n'est pas capable de prédire là, les marchés. Maintenant, si je reviens au bois de perturbation pour la bioénergie, vous voyez encore ce que le modèle avait prévu de superficie pour lequel on pourrait aller récolter des bois de perturbation pour la bioénergie. Donc, c'est la ligne en pointillé, c'est ce que le modèle avait prédit. Puis la ligne pleine, c'est la vraie information qu'on a observée sur le terrain. Donc, vous voyez, par rapport à la diapo précédente, on a l'air d'être bien meilleur pour prédire la nature que pour prédire les marchés. Donc, la nature est en réalité pratiquement plus facile à prédire que les marchés. Donc, les bois de perturbation, c'est une source qui est presque assez prévisible de biomasse forestière, parce qu'on le sait, dans la forêt boréale, à chaque année, il va y avoir une certaine proportion de bois de superficie qui vont brûler. On le sait qu'il y a beaucoup de variations annuelles, mais on est quand même assez bon pour prédire la quantité de superficie qui vont être brûlées. Donc, on est assez bon pour prédire la quantité de bois de perturbation qui pourrait être disponible pour la bioénergie. Puis ça, pour bâtir une industrie, on a besoin d'avoir une certaine confiance dans notre approvisionnement. Donc, quand on le compare aux résidus de coupe, le bois de perturbation se score quand même assez bien, parce qu'on le sait qu'à chaque année, il va y en avoir une quantité disponible sur le territoire. On a fait différents travaux pour voir à quel point ce bois de perturbation-là pourrait représenter une source intéressante de biomasse pour la bioénergie. Donc, on a fait différentes simulations, donc principalement au Québec. On a regardé, par exemple, ici, c'est des données sur deux unités d'aménagement, donc une dans le nord du Québec, une plus sur la côte nord. Ce que vous voyez en rouge, c'est les feux qui se sont produits au cours de la dernière décennie, et en vert, c'est les coupes qui se sont produites. Donc, on a modélisé deux usines de granules, donc une qui serait à Chibougamau, une qui serait à Bécomo, pour voir à quel point le bois de perturbation pourrait être une source intéressante de biomasse pour alimenter des usines de granules. Dans le cas de Bécomo, ce qui est intéressant, c'est que juste dans leur face, ils ont un port en eau profonde qui permettrait l'exportation vers l'Europe. Donc, il y avait un intérêt particulier à regarder la région de la Côte-Nord. Et ce que nos travaux ont montré,
c'est que le bois de perturbation, on a regardé principalement le bois qui venait du feu. C'est là qu'on avait les meilleures données. Donc, le bois de perturbation représente un grand potentiel en termes de disponibilité. Donc, sur le graphique, donc, la ligne rouge, ça représente les volumes de bois de perturbation, puis la ligne bleue, ça représente les branches qui viendraient des résidus de coupe. Puis vous voyez, pour les deux unités d'aménagement, on voit que le bois de perturbation présente une source plus importante, c'est sûr qu'il y a une variation annuelle, mais quand même en général plus importante que les résidus de coupe. Donc, on sait que c'est une matière première qui serait abondante sur le territoire, puis d'année en année, il y en a toujours de disponibles dans des volumes assez intéressants. Donc, on le sait, sur le territoire, il y en a beaucoup. Mais le problème, c'est que oui, il y en a beaucoup, mais c'est souvent situé loin des centres de transformation. Donc, quand on a calculé, on sait qu'il y en a beaucoup sur le territoire, mais on calculait la distance la disponibilité des résidus de coupe par rapport au bois de feu. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que le bois de feu, oui, il y en a beaucoup, mais il est souvent situé loin des grands centres. Donc, dans un rayon de 100 km, c'est surtout les résidus de coupe qui sont plus disponibles. Donc, oui, il y en a beaucoup du bois de perturbation, mais là, il y a un enjeu de logistique parce que c'est quand même souvent situé à des distances plus grandes. Ça, c'est pour le feu, mais si on avait fait le même exercice pour l'épidémie de tordeuse, les premiers chiffres données qu'on a, ça montre que l'épidémie de tordeuse est située, le bois disponible serait situé à des distances relativement courtes là, des usines existantes ou des centres potentiels de transformation. Donc, c'est une ressource qui est disponible, mais il y a quand même un défi côté logistique là, pour le transport. Ça, c'est en termes de disponibilité de la biomasse, disponibilité annuelle. Donc, on sait qu'il va en avoir sur le territoire. On est quand même assez bon pour être capable de le prédire. L'autre question qui nous a intéressés, c'est à quel point ce bois-là est bon. On serait capable de l'utiliser pour la bioénergie. Donc, on a une postdoc qui travaille à temps plein depuis un bout de temps sur la qualité des bois après perturbation, pour voir à quel point le bois affecté par les perturbations peut être bon pour la transformation. Les forestiers savent que, par exemple, après un feu, la fenêtre de temps où on est capable d'aller faire de la coupe de récupération et que les arbres sont encore bons pour le sciage, c'est une période qui est assez limitée. Donc, par exemple, après le feu, l'année de la mort, les arbres qui sont sur pied, on est capable encore d'aller les récupérer pour faire du sciage, mais il y a souvent quelques réductions en termes de propriétés physiques. Ce bois-là, il est encore bon pour faire de la pâte. L'année d'après, là, si tu essaies de faire du sciage à cause des champignons et tout ça, de la dégradation du bois qui se passe quand l'arbre est mort, là, en termes de sciage, on commence à avoir des sérieux déclassements là, dans la qualité du bois, puis il commence à avoir des réductions majeures des propriétés physiques parce qu'un arbre mort se met à sécher très rapidement. Donc, il y a de la pourriture, puis il se met à sécher, donc ça affecte beaucoup ses propriétés. Pour la pâte, on est encore capable de l'utiliser, mais il y a ça fait de la pâte de moins bonne qualité. Après 2 ans, après 3 ans, 4 ans, là, les propriétés commencent à dégrader sérieusement, et là, la fenêtre de récupération pour les produits traditionnels est pratiquement fermée. Là, après 3-4 ans, là, après un feu, là, d'habitude, ça ne vaut plus la peine d'aller le récupérer. Donc, quand on a fait les plans spéciaux d'intervention pour aller récupérer du bois, si le feu s'est produit relativement loin, parce qu'on n'avait pas de chemin de construit, bien là, ça pose un problème si on n'est pas capable d'aller le récupérer assez rapidement. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que pour la bioénergie, tous ces aspects-là de dégradation de la qualité de la fibre, ça n'a pas vraiment d'importance parce que le bois, il reste encore bon pour faire des granules. Même s'il y a des champignons qui ont créé de la coloration, pour les granules, ça n'a pas d'importance. Que les propriétés physiques aient changé, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas vraiment d'importance non plus. Le fait que l'arbre est séché sur pied, c'est en fait un avantage pour faire des granules parce qu'on veut avoir du bois relativement sec. Et là, donc, on transporte moins d'eau quand on rapporte les arbres à l'usine. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'avec le temps, le bois, il prend quasiment un petit peu plus de valeur pour faire de la bioénergie. Donc, le fait qu'on rajoute ce produit-là dans notre panier de produits forestiers, mais ça allonge la fenêtre de récupération des bois de perturbation.
Donc, si je vous remontre encore une fois, donc ces arbres-là, quand l'opérateur récoltait le peuplement, c'est des billes quand même d'assez grosses dimensions, mais quand l'opérateur a coupé cet arbre-là et qu'il a vu la pourriture qu'il y avait dedans, mais ces arbres-là sont juste laissés sur le site parce que ça ne vaut pas la peine de les rapporter pour le cierge parce que la qualité n'est pas suffisante. Mais si on avait un marché de la bioénergie, ça représenterait des volumes vraiment intéressants puis du bois qui serait parfait pour faire des granules. Donc, les travaux que Julie a faits sur les différentes propriétés du bois, ce que ça montre, c'est qu'avec le temps, donc, à mesure que les années passent après la perturbation, donc le degré de dégradation de l'arbre augmente, sauf que son contenu en humidité va baisser rapidement, et ça en fait juste un plus pour faire des granules. Les autres propriétés du bois ne changent pas suffisamment pour le rendre impropre à faire des granules. Donc, sa densité, sur un horizon de temps, là, les études qu'on a faites, c'est sur à peu près 8 ans, la densité du bois ne variait pas de manière significative, particulièrement pour l'épinette noire, pour le rendre impropre à la transformation. Son pouvoir calorifique, ce qui nous intéresse le plus quand on veut faire de la bioénergie, son pouvoir calorifique n'est pas affecté, ou presque pas, par la dégradation. Donc, ils gardent les bois perturbés, affectés par les perturbations naturelles. Ils ont l'air de conserver des propriétés physiques et chimiques adéquates pour la production de bioénergie, et ça longtemps après leur mort. Donc, c'est ça, cette fenêtre-là de récupération devient plus longue. Donc, ça fait un outil de plus quand on fait de l'aménagement forestier et qu'on doit évaluer des plans, définir des plans d'intervention. Si on a un marché de la bioénergie, une capacité de transformation, bien, on vient d'augmenter notre pouvoir de réagir aux perturbations naturelles ou d'adapter notre aménagement et notre foresterie aux perturbations naturelles. Ça, je l'ai montré, mais c'est encore des résultats très, très préliminaires. Là. Je ne sais pas si elle est contente que je les montre. Moi, c'est juste Julie elle a fait des calculs pour voir la valeur économique des bois dégradés. Donc, comparé pour un arbre donné qui est à un stade de dégradation avancé, donc quelques années après perturbation, est-ce que ça serait plus profitable de faire du sciage ou de faire des granules, donc pour différentes grosseurs d'arbres? Puis là, donc, c'est des résultats vraiment très préliminaires, mais on espère pouvoir les publier bientôt. Puis ce qu'on montre, c'est que c'est pratiquement presque aussi profitable de faire des granules que de faire du sciage avec les bois de perturbation, donc avec les arbres qui sont morts. Avec les valeurs actuelles des prix des granules, donc ça vaudrait la peine quand même de les récupérer, de les amener à l'usine et de les transformer parce que le prix du granule est suffisamment élevé par rapport au bois de sciage pour ces arbres-là. Donc, il semble y avoir quand même un intérêt économique à transformer ces bois-là. Et la demande en granules en Europe, si la tendance se maintient, les prix des granules devraient se maintenir ou peut-être même augmenter. Si l'Europe continue avec ses politiques d'utilisation de la biomasse forestière, quand on regarde les projections, là, ils en ont vraiment besoin de beaucoup de granules. Donc, ce marché d'exportation-là, il faut qu'on sache qui est là. Puis quand les chercheurs européens ils font des modélisations sur l'utilisation de la biomasse, dans tous leurs modèles, il y a un immense tuyau qui part du Canada et qui s'en va en Europe. Donc, l'Europe compte sur le Canada comme fournisseur de granules. Donc, il faut savoir que ce marché-là va continuer à exister. Est-ce que c'est juste ça qu'on veut faire, être un exportateur de granules vers l'Europe? Peut-être pas. Augmenter l'utilisation locale de la biomasse forestière, c'est aussi une avenue intéressante, mais il faut garder en tête que à l'échelle mondiale, l'intérêt pour la biomasse forestière est là. Et quand je montre ces photos-là de beaux gros arbres laissés sur le site en raison de la présence de pourriture, pour un Européen, c'est presque scandaleux parce que c'est des bois qui pourraient avoir une utilité. Donc, les travaux montrent que les bois, après perturbation, ils gardent leurs propriétés physiques, chimiques et thermiques pendant de nombreuses années, ce qui les rend propres à la production de granules. Donc, ça, d'un côté, on n'a pas d'inquiétude en termes de temps pour la fenêtre de récupération parce que les propriétés restent là, mais la course contre la montre qu'on a, ce
qu'on s'aperçoit, c'est qu'après perturbation, bien, les arbres, ils ne restent pas debout éternellement. Donc, les propriétés sont conservées, mais selon les espèces et les conditions de site, les arbres se mettent à tomber après quelques années. Donc, si c'est dans les peuplements qu'on a étudiés, c'était 8 ans après perturbation, puis vous voyez, la colonne bleue, c'est la quantité de bois mort qui était déjà rendue au sol. Donc, ça, c'est des arbres qui étaient probablement debout immédiatement après perturbation, puis qui sont tombés au cours des années. Donc, vous voyez la proportion de volume de bois qui est encore debout par rapport au bois qui est au sol. Donc, la logistique de récupération du bois debout est plus simple que les arbres qui sont déjà rendus au sol. Puis ça se peut même que les normes ne permettent pas d'aller récupérer le bois au sol. Donc, la course contre la montre qu'on a, c'est la chute des arbres morts. Donc, on passe dans la forêt boréale, là, après 8 ans, là, tu vas avoir à peu près 50 de ton peuplement qui va déjà, ou même plus, qui va déjà être rendu au sol. Donc, la qualité va être là, sauf qu'on a le problème que ces arbres-là vont tomber. Donc, oui, la fenêtre de récupération est grande, mais il va falloir qu'on étudie plus les taux de chute de ces arbres-là, puis voir à quel point c'est encore intéressant d'aller les récupérer. Donc, il y a ces aspects-là. On voit que les bois de perturbation, c'est une ressource qui est abondante sur le territoire, qui est relativement prévisible. Malgré ce qu'on en pense, on est quand même assez bon pour prédire les perturbations naturelles. Là, on sait que l'épidémie de tordeuse s'en vient. On est quand même bon pour prédire à quel point elle va s'étendre au cours des prochaines années. Donc, bois de perturbation, c'est une source abondante, relativement prévisible. On sait que c'est du bois qui est de qualité pour faire des granules, faire de la biomasse forestière, de la bioénergie. Donc, ça, c'est des choses qu'on sait. L'autre aspect, c'est les aspects écologiques de la coupe de récupération, d'aller chercher ce bois de perturbation-là. Donc, si on dit que les peuplements perturbés ont une valeur économique, est-ce que ça veut dire qu'on va augmenter la quantité de coupe de récupération qu'on va faire sur le territoire? Et si c'est le cas, ça peut poser des enjeux écologiques du point de vue surtout de la biodiversité. Parce que des peuplements affectés par les perturbations naturelles, même si ça a l'air du diable de même, puis c'est très difficile de marcher dedans, ça reste des milieux très, très riches en carbone, en raison de tous ces débris-là, et très, très riches en biodiversité. Donc, il y a beaucoup de chercheurs qui s'intéressent aux aspects de biodiversité liés au peuplement mort comme ça, puis on le sait que ça a un grand intérêt pour la biodiversité, parce que la relation entre la quantité de bois mort et, par exemple, la présence des oiseaux, des insectes et tout, la relation est quand même assez bonne. Donc, d'aller récupérer ces sites-là, ça pose, donc d'augmenter la récupération. Si on rajoute, encore une fois, ce produit-là dans notre panier de produits, est-ce qu'on va créer une pression supplémentaire sur la biodiversité, parce qu'on va se mettre à récupérer des peuplements qui n'auraient pas été récupérés autrement? Donc, je n'ai pas, en fait, les réponses à cette question-là, mais c'est juste qu'il faut qu'on tienne en compte cet aspect-là si on augmente la pression sur le territoire en termes de coupe de récupération. Qu'est-ce que ça va faire sur la quantité, par exemple, de chicots, de bois mort présents sur le territoire forestier? Donc, la biodiversité, ce n'est pas ma spécialité, mais ce que j'en comprends, c'est quelque chose qu'il faut analyser du point de vue du territoire. Donc, si on a plus de coupes de récupération, mais il faudrait voir qu'est-ce que ça représente en termes de l'impact sur la quantité de bois mort, la quantité de chicots à l'échelle du territoire. Les travaux qu'on a faits de notre côté, donc c'était plus à l'échelle du site, on s'est intéressé à voir c'est quoi l'impact de la coupe de récupération comme telle sur les stocks de carbone du site forestier. Donc ça, c'est des travaux qu'on a faits dans l'Ouest canadien où les feux qui passent là sont souvent plus intenses que les feux qu'on a ici. Ils brûlent la matière organique de manière plus intense. Et les travaux qu'on a faits, c'était pour voir la trajectoire des stocks de carbone dans le sol après une coupe de récupération par rapport à pas de coupe de récupération et par rapport à un peuplement sain, mature, qui a juste été coupé, donc qui n'a pas subi de perturbation. On voulait voir si le fait, tu as déjà eu un feu dans un peuplement, puis le fait de rajouter une coupe, qu'est-ce que ça faisait en termes de carbone. Puis ce qu'on a vu, c'est que la coupe de récupération affectait les stocks de carbone dans le sol.
Donc, ça avait probablement potentiellement un impact négatif sur les stocks de carbone. Encore une fois, ça, c'était pour les conditions de l'Ouest canadien. D'autres travaux que mon collègue David Paré et autres ont fait ici au Québec, eux, ils n'ont pas vu d'impact de la coupe de récupération par rapport à un site qui n'aurait pas été récupéré. Donc, il semble y avoir un enjeu là. La coupe de récupération après perturbation pourrait avoir des effets persistants sur les stocks de carbone du sol, donc un effet potentiellement négatif sur la productivité des sites, mais les résultats semblent varier beaucoup entre les sites. Donc, on ne peut pas prendre pour du cash que ça va être vrai aussi dans le contexte québécois. Ça, d'habitude, les gens haïssent bien ça quand les chercheurs disent ça. Ça dépend, on montre des résultats, mais c'est juste vrai pour ce site-là. Ce n'est pas nécessairement vrai partout, mais ça montre juste que c'est un enjeu dont il faut tenir compte. Mais il y a de plus en plus de recherches qui se fait là-dessus sur les impacts de la coupe de récupération. Donc, si on fait plus de bioénergie, puis on se met à faire plus de coupe de récupération, mais ces questions-là de l'impact réel à l'échelle du site, à l'échelle du paysage, deviennent vraiment, vraiment importantes. Donc, ça, c'était les aspects écologiques. Il y a un autre aspect que je voudrais aborder, et il n'est pas facile, mais j'en parlais avec mon collègue David. Je pense que c'est important que le message passe ou que ça soit présenté de plus en plus en public. C'est les concepts de la fameuse carboneutralité de la bioénergie. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à expliquer, là, mais je vais faire de mon mieux. Donc, la fameuse question, la bioénergie est-elle carboneutre? Donc, par instinct, on sait que la biomasse forestière, donc les arbres, ils font partie du système atmosphère-biosphère. Donc, tu as un arbre qui pousse, qui capture du CO2. On coupe cet arbre-là. Si on le brûle, bien, le CO2 retourne à l'atmosphère, mais la forêt va se régénérer et va recapter ce CO2-là. Donc, on considère généralement que la bioénergie forestière, donc la bioénergie faite à partir de la biomasse, c'est carboneutre parce que la forêt repousse après. Contrairement au carburant fossile, un coup que tu as sorti le charbon du sol, bien, ce charbon-là, il ne revient pas. Donc, par rapport au carburant fossile, on considère que la biomasse, c'est un système qui est fermé. Donc, on dirait que c'est carboneutre. Mais cette notion-là de carboneutralité, elle a été challengée vraiment beaucoup au cours des dernières années pour différentes raisons. C'est que, oui, c'est vrai que la biomasse, c'est une ressource qui est renouvelable, mais par rapport au carburant fossile, la biomasse, ce n'est pas dense en énergie. Okay? Ça, c'est un principe de thermodynamique ou je ne sais pas quoi. Là. Donc, la façon que les molécules de carbone sont faites dans la biomasse, pour chaque unité d'énergie que tu produis, tu émets plus de CO2 que quand tu brûles des carburants fossiles. La révolution industrielle, pourquoi on s'est mis à utiliser les carburants fossiles, qu'on s'est mis à utiliser le charbon, c'est parce que quand tu déplaces un camion ou un chariot de charbon, tu déplaces beaucoup d'énergie, plus d'énergie que si tu déplaces du bois. Le charbon, c'est lui qui est le plus proche du bois, mais quand tu déplaces ton chariot de charbon par rapport à un chariot de bois, bien, tu déplaces plus d'énergie parce que le charbon, il est plus dense en énergie. Et les autres carburants fossiles sont encore plus denses que le charbon. Par exemple, le gaz naturel, c'est le champion des carburants fossiles parce qu'il est très, très dense en énergie. Donc, pour chaque unité d'énergie qu'on produit avec le gaz naturel, on ne produit pas beaucoup de CO2. Sauf que le gaz naturel, lui, n'est pas renouvelable par rapport à la biomasse. Donc, c'est cet aspect-là que la biomasse n'est pas dense en énergie et produit par unité d'énergie plus de CO2. Ça, c'est un aspect qui est important. Mais la biomasse est renouvelable. Donc là, c'est ces deux aspects-là qu'il faut tenir en compte. Donc, on a ce premier aspect-là qu'il faut tenir en compte quand on parle de la carboneutralité ou du bénéfice à l'atmosphère que la biomasse peut produire. Deuxième aspect qui est important, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se serait passé si je n'utilisais pas la biomasse pour faire de la bioénergie? Et ça, c'est aussi c'est une question qui est importante dans l'idée du bénéfice à l'atmosphère. Là, je vais prendre un scénario extrême. Ici, c'est une forêt tropicale d'un côté. De l'autre côté, c'est la forêt tropicale qui a été coupée, qu'on a coupée complètement et qu'on a reboisée pour faire une plantation de palmiers pour faire des biocarburants.
Donc, dans notre scénario de référence, qu'est-ce qui se passe si je continue à utiliser des carburants fossiles pour mettre du gaz dans mon auto? Bien, j'ai une belle forêt tropicale luxuriante qui stocke beaucoup de carbone sur le territoire. Dans mon scénario de bioénergie, je coupe cette forêt-là, je plante des palmiers, je produis de l'huile de palme, puis je mets j'utilise ça comme biocarburant dans mon auto. Donc, ma belle forêt tropicale n'existe plus. Tout le carbone qu'elle contenait, je l'ai éliminé dans les pays où ça se passe, par exemple en Indonésie, en Malaisie. Ce qu'on a vu, c'est que des fois, c'était des tourbières tropicales qu'on mettait le feu dedans, qui brûlaient pendant des mois, et après ça, on en faisait des plantations. Donc, tout le stock de carbone du territoire disparaît pour qu'on en fasse une plantation de palmiers. Donc, dans le scénario bioénergie, oui, l'huile de palme, c'est une ressource renouvelable par rapport au carburant fossile, mais pour créer cette ressource renouvelable-là, il a fallu que j'élimine tout le carbone qu'il y avait sur mon territoire pour pouvoir produire l'huile de palme. Donc là, ça remet en question la fameuse carboneutralité. Avant que ma bioénergie compense pour toute cette perte de carbone-là sur le territoire, ça va prendre de nombreuses années. Puis les calculs, ça montre quelque chose comme 300 ou 400 ans ou même plus, avant que les gains que je fais en remplaçant du carburant fossile compensent tout le carbone que j'ai perdu dans ma forêt tropicale. Donc quand on a réalisé ça, par exemple en Europe, il y avait des cibles d'utilisation des biocarburants, mais quand ils se sont aperçus que leurs biocarburants venaient de forêts tropicales qui ont été brûlées, là, ça a causé scandale, puis c'est là qu'on a commencé à remettre en doute ou à questionner un peu plus le bénéfice à l'atmosphère réel des scénarios de bioénergie. Quand on parle ça, c'est dans le cas des biocarburants qu'on fait avec des plantations, là, que c'est plus un modèle un peu plus agricole. Quand on parle de faire des copeaux ou faire des granules avec des résidus forestiers ou de la biomasse forestière, on n'est pas dans le même contexte de changement d'utilisation des terres et de brûler des forêts tropicales et tout. Là. C'est pas le contexte n'est pas le même, mais c'est juste pour vous mettre en contexte pourquoi on pose la question, pourquoi il faut questionner la carboneutralité de la biomasse et de la bioénergie. Donc, si on prend le scénario où on utilise la biomasse forestière, ici, je vais prendre une source simple de biomasse, si j'utilise les résidus de coupe, je les mets en copeaux pour faire de la bioénergie. Donc, dans mon scénario de référence, j'ai une usine, par exemple, qui brûle du charbon pour faire de l'énergie. Donc, cette usine-là, elle émet du CO2 à l'atmosphère et les résidus de coupe, je ne les utilise pas, je les laisse sur le parterre de coupe. Ces résidus-là vont se décomposer, ils vont émettre du CO2 à l'atmosphère. Donc, dans mon scénario de référence, j'ai le charbon, puis j'ai les résidus qui décomposent, qui émettent du CO2. Donc, ça, c'est mon scénario de référence. Mon scénario de bioénergie, est-ce que lui, il crée un gain à l'atmosphère? Est-ce qu'il émet moins de CO2 à l'atmosphère par rapport au scénario de référence? Donc, si je prends ces résidus-là, je les enlève, je les mets en copeaux, je les mets dans mon usine, donc je brûle la biomasse à la place. Ce qui va se passer, c'est que je vais émettre du CO2 à l'atmosphère. Mon usine, elle va continuer à émettre du CO2, mais cette fois, ça va venir du CO2 qui vient de la biomasse. Je vais émettre un petit peu plus de CO2 par unité d'énergie, sauf que mes résidus qui étaient sur le territoire, ils ne seront plus là. Donc, ils ne vont plus décomposer puis émettre du CO2 à l'atmosphère. Donc, le fait que je produise un petit peu plus de CO2 par unité d'énergie, mais ça va être rapidement compensé par le fait que je n'ai plus de résidus qui se décomposent, qui est émis à l'atmosphère. Donc, les résidus de coupe, dans le scénario de référence, ils seraient laissés sur le site puis ils décomposeraient. C'est la même chose pour les résidus d'usine qui seraient laissés dans la cour d'usine. Ces résidus-là, ils resteraient là, ils décomposeraient avec le temps puis ils émettraient du CO2 à l'atmosphère. Donc, quand il est question de résidus, on n'est pas mal sûr qu'on est bénéfique par rapport aux carburants fossiles puis qu'on va avoir un effet bénéfique en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre parce que notre scénario de bioénergie il est rapidement meilleur que notre scénario de référence. Donc, quand il est question de résidus, d'habitude, on est meilleur parce que l'alternative, c'est que ces résidus-là, ça serait décomposé de toute façon. Là, je reviens à mon sujet de forêt perturbée. Là, la question du scénario de référence devient un peu plus complexe, et même autrement plus complexe que dans le cas des résidus comme tels. Donc, qu'est-ce qui se passe avec une forêt perturbée? C'est quoi mon scénario de référence? Donc, ces arbres-là, ils vont être mourants ou morts. Ils vont rester debout un bout de temps. Ils vont décomposer un petit peu debout. Avec le temps, ils vont peut-être finir par tomber au sol. Ils vont se mettre à décomposer plus ou moins rapidement selon les espèces. Donc, toutes ces questions-là
du taux de chute, du taux de décomposition. C'est un peu pour l'instant encore une boîte noire, puis on n'a pas beaucoup d'informations scientifiques là-dessus. Qu'est-ce qui se passe pour la régénération? C'est un site qui n'est pas récupéré, les arbres sont laissés debout comme ça, il y en a qui tombent au sol. La régénération, est-ce qu'elle va s'installer? Est-ce qu'elle va bien pousser par rapport à un scénario où j'aurais tout récupéré? Dans le cas du pin gris, peut-être que ce serait bien régénéré. Dans le cas de l'épinette noire, souvent, les peuplements prennent plusieurs années avant de se régénérer. Donc, le scénario de référence, dans le cas du bois perturbé, est autrement plus compliqué que dans le cas des résidus. Donc, pour essayer de comprendre le bénéfice à l'atmosphère que pose la biomasse forestière, donc c'est important de regarder ces différentes sources de biomasse-là. Donc, on voit que les sources de biomasse ne sont pas toutes égales entre elles. Il y en a qui ont des bénéfices certains et à court terme. Il y en a d'autres dont les bénéfices, on le sait qu'utiliser la biomasse forestière, c'est meilleur que les carburants fossiles, mais il y a une période où on n'est pas sûr combien de temps ça va prendre avant qu'on devienne meilleur que notre scénario de référence de carburants fossiles. Donc, c'est ça on fait beaucoup de travaux là-dessus pour essayer de quantifier à partir de quand ton scénario de bioénergie devient meilleur que ton scénario de référence. Donc, l'approche qu'on a faite, c'est de regarder la période de temps où on est sûr que la bioénergie va procurer des bénéfices à l'atmosphère selon les différentes possibilités. Donc, ton bois il peut rester debout plus ou moins longtemps, il peut se mettre à tomber, il peut se mettre à dégrader. Donc, les scénarios ils sont multiples. Donc, il y a une période où on est sûr que notre scénario de bioénergie va créer des bénéfices. Il y a une période où on n'est pas sûr. Puis, il y a une période où on est à peu près sûr que le scénario de bioénergie ne procure pas de bénéfices à l'atmosphère par rapport au scénario de référence. Donc, on essaie de quantifier ça puis savoir à quel point nos sources de biomasse vont procurer des avantages, des bénéfices certains et à court terme. D'autres sources de biomasse qui procurent des bénéfices un peu plus incertains et un peu plus à long terme. Et d'autres sources de biomasse que dans un espace d'à peu près 100 ans, on est pas mal sûr qu'ils ne sont pas meilleurs que les carburants fossiles. Donc, on a fait plein de modélisations. On a un autre postdoc qui travaille à temps plein là-dessus. Donc, Jérôme Lagagnère, qui a regardé des centaines de scénarios. Puis les grandes tendances qui ressortent, c'est qu'en effet, il y a certains scénarios qui offrent des bénéfices certains à court terme. D'autres scénarios, c'est plus incertain et c'est à moyen ou long terme. Donc, les grandes tendances, comme je le disais, dès qu'il est question de résidus de coupe, on est pas mal sûr qu'on a un bénéfice à l'atmosphère assez rapidement. Donc, vous voyez la barre verte dans le cas des résidus. Si les résidus sont laissés en bordure de chemin et brûlés, comme ce qui se fait quelquefois dans le nord du Québec, c'est toujours plus avantageux de les récupérer pour faire de la bioénergie. Si on laisse les résidus sur place, on les laisse se décomposer, on a un bénéfice à l'atmosphère dans une période relativement courte. Donc, dès qu'il est question de résidus, on est pas mal sûr qu'on a un bénéfice à l'atmosphère. Si on prend des arbres verts, des arbres matures, sains, pas morts, et qu'on les coupe pour faire de la bioénergie, là, nos bénéfices à l'atmosphère, ils sont vraiment, vraiment plus lointains. Et même, c'est ça, dans une période de 100 ans, on pense qu'on n'en aurait pas. Donc, utiliser des arbres verts pour faire de la bioénergie, c'est toujours meilleur que les carburants fossiles, mais ça va être meilleur juste dans vraiment plusieurs décennies. Donc, cette période-là où on n'a pas de bénéfice à l'atmosphère est vraiment plus longue. Vous voyez que les arbres, les bois de perturbation se retrouvent quelque part entre les deux, parce que ces arbres-là, ils sont morts, ils sont mourants, ils sont morts, ils commencent à se dégrader, ils commencent à se décomposer. Mais là, il y a beaucoup d'incertitudes à la vitesse qu'ils vont se décomposer. Donc, leur bénéfice à l'atmosphère est plus incertain sur une certaine période. On n'est pas mal sûr qu'après quelques années, ils vont procurer des bénéfices, mais la période d'incertitude est plus longue que si c'était juste des résidus de coupe. C'est toujours meilleur que les carburants fossiles, mais ça va peut-être prendre du temps avant que ça soit meilleur. Donc, ça, c'est les grandes tendances. L'autre grande tendance, c'est que c'est toujours plus bénéfique de remplacer le charbon. Le charbon, c'est le plus sale des carburants fossiles. Donc, si on a des choix de bioénergie à faire, il faut commencer par remplacer le charbon. C'est d'habitude meilleur aussi de faire directement de la production de chaleur que faire de la production d'électricité.
Par exemple, en Ontario, ils ont remplacé leur usine de production d'électricité qui fonctionnait au charbon, ils ont remplacé par de la biomasse forestière. Ce n'est pas le choix optimal, sauf qu'en Ontario, il n'y avait pas le choix, ils n'ont pas d'autres sources d'électricité. Donc, c'est toujours mieux d'essayer de faire de la chaleur, mais l'électricité, quand tu n'as pas le choix, ça reste quand même un bon cas. Le cas du gaz naturel. Le gaz naturel, c'est le plus propre des carburants fossiles. Donc, lui, la biomasse se score souvent moins bien par rapport au gaz naturel relativement aux autres carburants fossiles, mais ça reste quand même qu'un carburant fossile. Okay? Oui, il est moins bon, mais à un moment donné, ça reste un carburant fossile. Puis si on veut sortir des carburants fossiles, tu ne t'attaqueras pas en premier au gaz naturel, mais n'empêche qu'à un moment donné, il va falloir qu'on s'en sorte aussi du gaz naturel. Donc, c'est un peu ça que nos travaux essayent de montrer, d'identifier les scénarios qui procurent le plus de bénéfices certains à court terme. Les autres scénarios, ça ne veut pas dire les éliminer, ça veut juste dire qu'ils ont plus d'incertitudes, donc ils devraient occuper une plus petite part de notre portfolio de bioénergie. Puis, ce qu'on a montré aussi, c'est que les pratiques sylvicoles, donc l'aménagement forestier et la sylviculture, ont un rôle important à jouer, et particulièrement dans le cas des bois de perturbation. Si, après une coupe de récupération, on s'assure que la régénération s'installe adéquatement et rapidement et qu'elle pousse bien, bien, le bénéfice à l'atmosphère d'utiliser les bois de perturbation est grandement augmenté, puis on réduit cette période d'incertitude-là. Donc, la sylviculture a un rôle très important à jouer dans le cadre de la coupe de récupération si on prend ce bois-là pour faire de la bioénergie. Donc, c'est de remettre encore une fois en contexte, dans un contexte plus large, la bioénergie. Donc, l'aménagement forestier, la sylviculture va jouer un rôle important, puis va permettre de raccourcir la période d'incertitude, puis d'accélérer le bénéfice à l'atmosphère du bois de perturbation. Donc, pour conclure tout ça, les bois de perturbation pour la bioénergie, c'est une ressource qui est abondante, qui est disponible, puis relativement prévisible parce que dans les conditions de la forêt canadienne, on n'est pas mal sûr qu'il va y avoir des perturbations qui vont arriver, puis on est assez bon pour les prédire. Ça constitue une matière qui est de qualité pour la production de bioénergie et les caractéristiques qu'on recherche pour la bioénergie fait que ça ne fait pas ombrage aux autres produits forestiers. Donc, c'est les bois qui ne sont pas intéressants pour les autres produits de transformation pourraient être intéressants pour la bioénergie. Puis, suite à la perturbation, la fenêtre de récupération des arbres est relativement longue dans la mesure où ils ne tombent pas au sol. Donc, ça rallonge la fenêtre de récupération. Donc, ça nous fait un outil de plus comme aménagement forestier. Par contre, l'approvisionnement peut poser des défis logistiques parce que les feux ou les perturbations peuvent être situés loin des réseaux de chemins actuels, par exemple. Donc, ça reste un défi logistique. Mais là, la logistique, on s'en vient de meilleur en aménagement forestier, en opération forestière. Et l'empreinte écologique de la coupe de récupération et les bénéfices à l'atmosphère, ça soulève encore de nombreuses questions, comme je l'ai mentionné. Donc, il y a les impacts écologiques, les impacts sur le carbone, quand est-ce que les bénéfices à l'atmosphère vont arriver. Mais quand on considère ces questions-là comme partie prenante des décisions d'aménagement forestier, ça devient plus facile de les considérer. Donc, il ne faut pas juste dire les défis qui sont associés à la bioénergie, mais c'est les mêmes défis qui sont associés à tous les produits forestiers. Donc, ça aide qu'on regarde ça dans un grand ensemble. Donc, c'était ma présentation et ce que je voulais dire. Donc, les questions qu'on pose à propos de la biomasse forestière, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose qu'on développe ça? Il y a eu, ça a soulevé son lot d'espoir au cours des dernières années en termes de revitalisation de l'industrie forestière. Ça a soulevé aussi son lot de scandales là, avec Greenpeace qui a sorti un rapport contre la biomasse forestière il y a quelques années. Les silos à grains qui ont installés dans le port de Québec, ça a aussi soulevé, les silos à granules, ça a aussi soulevé des scandales et des discussions autour de la biomasse forestière. Donc, c'est correct qu'on pose des questions, mais je pense qu'il faut se rappeler que l'ennemi à abattre ou la chose dans laquelle il faut sortir, c'est ça. Donc, ça, c'est les sables bitumineux dans l'Ouest canadien. Là, ça se produit sur notre territoire en ce moment. Donc, il faut peut-être garder les yeux sur la balle puis
Donc, on peut poser des questions par rapport à la biomasse forestière, mais quand on compare ça avec le reste de ce qui se fait, ça remet beaucoup les choses en perspective. Merci. Evelyne, elle m'a prévenu qu'elle avait le sujet pour 2 cafés-conférences. La prochaine fois, je la viendrai en épisode 1 et épisode 2. On n'aura plus beaucoup de temps pour les questions. Il y a une main levée, donc ça va être la question qu'on prend, M. Fortin. Quels sont les impacts sur la fertilité des sols? Vous avez sans doute considéré ça. Mais en fait, il y a les impacts de la coupe de récupération sur la fertilité des sols. C'est qu'en fait, ça dépend de quelle source de biomasse qu'on regarde. Donc, quand on regarde les résidus de coupe, le fait de les laisser sur le site ou de les récupérer, ça a un impact potentiel sur la fertilité des sols. Donc, les travaux qu'on a faits montrent que dans la plupart des cas, il n'y en a pas d'impact. Il y en a peu ou pas d'impact sur la fertilité des sols, sauf pour certains sites forestiers pour lesquels on sait qu'il y a des enjeux de fertilité. Donc, les sols qui sont déjà pauvres, déjà grossiers, qui ont une roche-mère déjà pauvre, on sait que d'aller récupérer les résidus de coupe, ce n'est pas une bonne idée. Donc, ça, on est rendu bon là-dedans, puis on est capable de les identifier à l'échelle québécoise et même pan-canadienne. C'est quoi ces sites sensibles-là sur lesquels on est mieux de ne pas faire de récolte des résidus. Dans le cas de la coupe de récupération, est-ce qu'il y a un impact sur la fertilité des sols? Comme je vous disais, encore une fois, il y a des sites pour lesquels on voit un impact sur le carbone du sol, avec tous les impacts que ça peut avoir sur la disponibilité des éléments nutritifs, la disponibilité en eau. Sur d'autres sites, on voit pas, comme les travaux de David montrent, qu'il n'y a pas d'impact de la coupe de récupération. Donc, encore une fois, il semble y avoir des sites sensibles et des sites pas sensibles. Et là, on s'en vient de meilleur en meilleur à essayer de différencier les deux. Mais ça, encore une fois, c'est bon de le mettre dans un contexte d'aménagement forestier, parce que là, on parle de la récolte des résidus, mais on peut parler de la coupe forestière en soi. Il y a certains sites sur lesquels qu'on devrait protéger parce qu'ils sont sensibles. S'ils sont sensibles à la récolte des résidus, ils peuvent être sensibles à d'autres, à la récolte tout court. Donc, il faut le remettre dans un contexte d'aménagement forestier plus large. Puis, on a même des travaux qui ont montré que, dans certains cas, la récolte des résidus, ça améliore le microsite des plants. Donc, ça facilite l'établissement et la croissance des peuplements au cours des premières années. Donc, ça leur donne un gain de survie, un gain de croissance. Donc, on peut peut-être voir la récolte des résidus comme un outil de préparation de terrain, un outil d'aménagement forestier. Donc, le remettre, et ça, on le fait encore très peu, mais si on le mettait en contexte comme ça, au lieu de l'étudier séparément, de le regarder plus globalement en termes d'aménagement forestier, ça faciliterait les choses. Là, on a tendance à focusser juste biomasse, bioénergie, mais en réalité, ça vient dans un contexte plus grand d'aménagement forestier. Donc, merci. Ça va clore la période de questions qui a été assez courte, j'avoue. J'aurais 2 informations à vous transmettre. La conférence a été filmée, elle est rendue disponible avec l'accord d'Evelyne sur YouTube. C'est l'OIFQ qui va la rendre disponible, puis je relayerai auprès de l'IFC, puis Jean-François relaiera auprès de la FOR. Puis, je vous invite à notre prochain café-conférence qui est le 26 novembre, qui sera donné par M. François Guillemet et qui va nous parler des modalités opérationnelles